En rouge, les États-Unis, en bleu, la zone euro. Regardons la croissance depuis la fin des années 90. Avant le tournant des années 2000, les Américains font la course en tête avec plus de 4% de croissance. C'est l'âge d'or de la nouvelle économie avec une double bulle, une bulle de crédit et une bulle des marchés d'actions. En zone euro, l'évolution est plus erratique. L'Allemagne ne va pas fort à cause des séquelles de la réunification. Les autres pays non plus sous les effets rigoristes du passage à l'euro. La France fait cependant exception avec une moyenne à 3,5% par an. C'est juste avant le passage à l'an 2000 que l'euphorie de la nouvelle économie va enfin toucher la zone euro. Mais le décor va vite changer des deux côtés de l'Atlantique avec l'éclatement de la bulle Internet. Aux États-Unis, les taux remontent, la bourse craque et l'économie vacille. La croissance tombe sous la barre du 1% début 2002. Et la zone euro est entraînée dans la chute. Les banques centrales, la Fed comme la BCE, réagissent en abaissant leur taux directeur. Mais la Fed frappe plus vite et plus fort. Les taux réels deviennent même négatifs aux États-Unis de 2003 à 2005. De l'argent facile qui stimule la demande à crédit de biens durables et de logements par les classes moyennes. Bien plus, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient fournissent à l'administration républicaine le prétexte d'une relance budgétaire. La croissance rebondit à partir de 2002, le pic de 4% de croissance est dépassé en 2004. La BCE, elle, fait déjà moins vite et moins fort, ce qui accentue la hausse de la monnaie commune jusqu'en 2004. Alors qu'un euro valait exactement $1 en juillet 2002, le même euro valait 1,36 $ en décembre 2004. Mais à partir de 2005, l'économie européenne redécolle, avec une Allemagne qui tire parti de ses réformes et de la mondialisation, les pays du Sud qui consomment, la France et l'Espagne où l'immobilier flambe grâce à des taux très attractifs. Certains produisent et exportent, d'autres consomment et construisent. Le bilan, c'est quand même 3,5% de croissance pour la zone début 2007. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la croissance s'effrite. La baisse des prix immobiliers à l'été 2006 provoque une montée des défauts des emprunteurs. À l'été 2008, Freddie Mac et Fannie Mae ne peuvent plus masquer leur détresse. Et le 15 septembre 2008, c'est la faillite de Lehman Brothers. L'effet systémique dans la finance, puis dans l'économie réelle, est terrible, c'est la panne de crédit et la croissance coule. Elle touche le fond fin 2009, le PIB aura baissé de plus de 3%, soit la pire chute de l'après-guerre. La crise se propage alors en Europe où la croissance plonge encore plus bas. Le rebond est en fait assez rapide et même synchrone entre l'Europe et les États-Unis, mais dès 2011, c'est le grand écart. La Fed américaine a réagi à la violence de la crise par un stimulus monétaire non conventionnel vigoureux. Le gouvernement fédéral laisse filer le déficit. Il active aussi tous les leviers de soutien à l'industrie, ainsi que le développement accéléré des pétroles et gaz de schiste. En Europe, par contre, la politique économique devient rigoriste face à l'envolée des dettes souveraines. La zone s'impose une cure d'austérité sans précédent qui provoque une rechute économique sans régler le problème de la dette. L'euro est en crise, l'union monétaire est dans l'impasse, l'Europe du Sud fait naufrage et les pressions déflationnistes deviennent même insupportables en 2014. Mais fin 2014, divine surprise, le cours du baril s'effondre, les prix des matières premières chutent, l'euro dégringole, la BCE renforce mois après mois sa détermination à injecter des liquidités dans l'économie. Mais à l'arrivée de cette quinzaine d'années, le bilan est implacable. Depuis 1998, l'Europe aura perdu au total face aux États-Unis 22 points de croissance cumulée.